Soyons honnêtes à propos de l'expérience du supermarché moderne. On dirait un temple de la perfection. Les lumières sont vives, les rayons sont remplis à ras-bord. Tout semble impeccable. On y voit des pommes polies comme des miroirs, des tomates qui ressemblent à des gemmes rouges rubis, des pastèques si uniformes qu'elles auraient pu sortir d'un moule d'usine. Mais alors, vous prenez une bouchée, et l'illusion se brise. Cette tomate rouge parfaite, elle est dure comme de la pierre et n'a absolument aucun goût. Ce n'est que du carton mouillé enveloppé dans une peau épaisse. Elle est belle, mais elle est sans âme. Voici l'ironie amère de notre progrès moderne. Nous avons sacrifié des saveurs extraordinaires au nom de l'efficacité industrielle. Nous avons signé sans le savoir un contrat qui échangeait l'âme de nos aliments contre une durée de conservation plus longue et la capacité de survivre à un trajet de 1000 kilomètres en camion sans une égratignure. L'agriculture industrielle a gagné la guerre de la régularité, mais elle a laissé derrière elle les véritables trésors de la terre. Mais l'histoire ne s'arrête pas au rayon des fruits et légumes. Cachés dans des catalogues de semences poussiéreux et les jardins d'arrière-cour de jardiniers tenaces, il y a des survivants. Aujourd'hui, nous ouvrons une porte sur le passé pour rencontrer 10 fantômes de l'agriculture. Ce sont des trésors vivants que le monde industriel a abandonnés, mais ils font aujourd'hui un retour spectaculaire. Préparez-vous. Parce qu'une fois que vous aurez goûté ces saveurs oubliées, vous ne regarderez plus jamais une tomate de supermarché de la même manière. Imaginez que vous épluchiez l'épi d'un maïs. Vous vous attendez à voir des rangées de grains uniformes, jaune beurre. C'est ce que l'industrie nous a appris à attendre. Mais imaginez plutôt un kaléidoscope. C'est le maïs Glass Gem. Il ne ressemble pas à de la nourriture. On dirait une boîte à bijoux renversée. Chaque grain est une pierre précieuse translucide, brillant dans des nuances d'améthyste, d'émeraude, de rose et d'ambre profond. Ce chef-d'œuvre vivant n'a pas été créé en laboratoire. Il est né de la passion d'un agriculteur de l'Oklahoma, nommé Carl Barnes. Dans sa quête pour renouer avec son héritage cherokee, Barnes a passé des années à polliniser des graines anciennes, ravivant une beauté que l'agriculture moderne avait complètement ignorée. Mais vous ne trouverez jamais de maïs Glass Gem dans un supermarché ordinaire. Pourquoi? Parce que l'agriculture industrielle considère la beauté comme un handicap. Ce maïs prend beaucoup de temps à pousser, environ 110 jours. Il est variable, il est imprévisible. Et dans un système qui exige rapidité et uniformité, un épi de maïs qui ressemble à un arc-en-ciel est considéré comme un échec. Mais l'industrie avait tort. Alors qu'elle courait après l'efficacité, elle a oublié la saveur. Le Glass Gem est un maïs corné et, une fois moulu, il produit une farine de maïs si noisettée et riche qu'elle donne à la polenta moderne un goût de papier mouillé. De l'arc-en-ciel, nous tournons notre regard vers le ciel nocturne. Pendant des décennies, une légende circulait parmi les vieux jardiniers à propos d'une pastèque qui portait le cosmos sur sa peau. Ils l'appelaient la lune et étoile. Son écorce est d'un vert profond, presque nuit, parsemée de taches jaunes vifs. Une grande lune dorée repose parmi des centaines de petites étoiles. Elle ressemble moins à un fruit qu'à une peinture de Van Gogh. Mais dans les années 1970, ce fruit céleste était devenu une histoire de fantôme. Il avait disparu des catalogues de semences parce que les producteurs commerciaux voulaient des melons à peau unie, vert clair. Les peaux unies étaient plus faciles à empiler, plus faciles à étiqueter et plus faciles à ignorer. Heureusement, il a été redécouvert dans un jardin du Missouri, sauvé de l'extinction par une seule famille. Et la tragédie de sa quasi-perte n'est pas seulement visuelle. Coupez-le et vous trouverez une chair rose intensément sucrée, éclatant d'une saveur sirupeuse qui rend nos pastèques modernes et aqueuses
tragique en comparaison. Ces légumes prouvent une dure vérité. Quand nous laissons les usines concevoir nos aliments, nous perdons l'art de la nature. Alors que certains légumes ont été rejetés pour leur beauté, d'autres ont été abandonnés après nous avoir littéralement sauvés de la ruine. Parlons d'une tomate, dont le nom ressemble plus à un prêt bancaire qu'à un fruit. La Mortgage Lifter, redresseur d'hypothèques. L'année était environ 1930. La Grande Dépression avait écrasé l'économie américaine. En Virginie occidentale, un réparateur de radiateurs nommé M.C. Biles, connu de ses voisins sous le nom de Radiator Charlie, faisait face à une saisie immobilière. Il n'avait ni éducation ni argent. Mais il eut une idée désespérée. Il a pris 4 des plus grosses tomates charnues qu'il a pu trouver et a commencé à les croiser. Il n'avait pas de laboratoire. Il utilisait une seringue auriculaire de bébé pour déplacer le pollen de fleur en fleur. Le résultat fut un monstre, un géant rose et bosselé qui pouvait peser jusqu'à 4 livres. Il était laid selon les standards d'aujourd'hui, mais une seule bouchée révélait une saveur douce et riche qui avait le goût de l'espoir. Charlie a vendu les jeunes plants $1 chacun, une fortune à l'époque. Les gens parcouraient des centaines de kilomètres juste pour les acheter. En 6 ans, il a remboursé l'intégralité de son prêt immobilier de $6 000. Cette tomate a littéralement sauvé son toit. Pourtant, l'agriculture industrielle l'a écartée parce qu'elle était trop molle pour être empilée dans une caisse. Des collines de Virginie occidentale, nous passons aux vastes plaines du Kansas, où un autre sauveur fut discrètement oublié. En 1873, des immigrants ménonites, fuyant la persécution en Ukraine, arrivèrent en Amérique. Dans leur malle, ils transportaient quelque chose de plus précieux que l'or, des graines de blé rouge de Turquie, Turkey Red Wheat. Ce n'était pas le blé court et uniforme que l'on voit aujourd'hui. Le Turkey Red poussait haut, plus d'1,20 m, ondoyant majestueusement dans le vent. Il avait des racines profondes qui trouvaient de l'eau là où d'autres cultures mourèrent de soif. Il a transformé le Kansas en grenier du monde. Mais plus important encore, il avait de la saveur. Le pain fabriqué à partir du Turkey Red avait des notes complexes de cannelle et de noisettes que nous avons complètement perdues. Alors, que s'est-il passé? La science est intervenue. Dans la quête de rendements plus élevés, nous avons créé du blé nain, des plantes courtes et trapues qui pouvaient supporter de lourds engrais chimiques sans tomber. Nous avons échangé les hautes et élégantes ondulations de céréales et le goût riche de l'histoire contre un pain blanc, moelleux et complètement oubliable. Ces plantes nous ont nourris quand nous avions faim. Et dès que nous avons été rassasiés, nous les avons laissés de côté. L'agriculture industrielle a un ennemi mortel. Ce n'est pas la sécheresse, ni les insectes, c'est la délicatesse. Pour comprendre cette tragédie, il faut voyager vers les Pays-Bas du XVIIe siècle, l'âge d'or de la botanique, pour découvrir le haricot langue de dragon. C'est sans doute le haricot le plus poétique jamais créé. Imaginez une gousse couleur crème, peinte de longues stries violettes vibrantes, comme des coups de pinceau sur une toile vivante. Mais sa vraie beauté résidait dans sa texture. Il était incroyablement tendre, sans aucun fil, fondant littéralement dans la bouche. Alors, pourquoi a-t-il disparu des rayons? Parce que les machines modernes ne savent pas être douces. Les récolteuses mécaniques ne cueillent pas les légumes avec amour. Elles secouent violemment les plants pour faire tomber la récolte. Le langue de dragon, avec sa chair exquise et fragile, finissait broyé, meurtri, invendable. Pour satisfaire la machine, nous l'avons remplacé par des haricots verts modernes, durs, fibreux et capables de survivre à un tremblement de terre. Nous avons sacrifié la tendresse pour la robustesse. Mais parfois, le problème n'est pas la machine, c'est le camion. Prenez l'aubergine Black Beauty. Née en 1902, elle était la reine des jardins victoriens. Sa peau était si fine et lustrée
qu'elle réfléchissait la lumière comme de l'obsidienne polie. Sa chair était du velours pur, jamais amer. Mais cette perfection avait un défaut fatal. Elle marquait au moindre choc. Elle ne pouvait pas être empilée sur 3 mètres de haut dans une remorque traversant le pays. L'industrie a donc décidé qu'il valait mieux cultiver des aubergines avec une peau épaisse comme du cuir, insipide mais indestructible. Enfin, il y a le cas le plus absurde, le concombre citron. Il ressemble à une balle de tennis jaune, joyeuse et croquante. Sa saveur est douce, une essence purifiée de l'été. Son crime? La géométrie. Les supermarchés détestent ce qui roule. Essayez d'empiler des sphères parfaites dans des caisses rectangulaires standardisées. C'est un cauchemar logistique. Il y a trop d'espace vide, trop d'air transporté pour rien. Le verdict est tombé. Si le légume ne rentre pas dans la boîte, il ne finira pas dans votre assiette. Si l'usine veut que tout rentre dans un moule, le consommateur veut que tout corresponde à un stéréotype. On nous apprend que les tomates doivent être rouges. Rouge vif, rouge pompier. Toute autre couleur semble suspecte. Ce préjugé a failli anéantir la tomate Cherokee Purple. Cultivée depuis des générations par le peuple Cherokee, cette tomate n'est pas rouge. Elle est d'un violet sombre et pensif, se fondant dans des épaules marron boueux et vertes. Pour l'œil non averti d'un supermarché, elle semble déjà pourrie. Elle semble meurtrie. Elle semble bizarre. Mais coupez-la, et la couleur est d'un cramoisi profond, couleur lit de vin. La saveur est fumée, complexe, et parfaitement équilibrée entre sucre et acidité. Elle est largement considérée par les chefs comme la meilleure tomate au monde. Pourtant, pendant des décennies, les catalogues de semences l'ont ignorée car ils pensaient qu'aucune ménagère n'achèterait un fruit d'apparence sale. Nous avons jugé le livre à sa couverture et nous avons manqué le chef-d'œuvre à l'intérieur. Puis, il y a le préjugé de classe. Considérez l'humble navet Purple Top. Au XVIIIe siècle, ce légume racine était un héros. Il nourrissait les armées. Il soutenait les familles à travers des hivers rigoureux. Mais à mesure que les pommes de terre sont devenues populaires, le navet a été déclassé. Il est devenu la nourriture des pauvres. Pire encore, il est devenu de la nourriture pour le bétail. La société a décidé que si une vache en mangeait, un humain ne devrait pas. Nous avons oublié sa morsure croquante et poivrée quand il était cru, et sa douceur légère et beurrée quand il était rôti. Nous avons laissé le statut social dicter notre régime alimentaire, transformant un aliment de base nutritif en symbole de pauvreté. Enfin, nous avons le préjugé de l'inconnu. Haut dans les montagnes des Andes, au Pérou, les Incas cultivaient un poivron qui avait le goût du soleil, l'Ají lemon drop. Il est jaune vif et ridé. Mais le choc vient quand vous le mordez. Il ne fait pas seulement brûler, il éclate avec un arôme distinct, citronné. Il a le goût de citron et de fleurs mélangées à de la chaleur. Lorsque les explorateurs européens sont arrivés, ils voulaient des poivrons qui avaient le goût de poivron. Ils voulaient la chaleur familière du poivre de Cayenne ou du paprika. Les notes complexes et fruitées de l'Ají lemon drop étaient trop étranges, trop exotiques pour le palais occidental. Alors, ils l'ont laissé de côté. Pendant des siècles, cette épice citronnée est restée un secret des Andes, ignoré par un monde qui ne voulait qu'un seul type de piquant. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas à l'oubli. Ces variétés anciennes ne sont pas de simples reliques de musées poussiéreuses. Elles sont vivantes. Elles dorment simplement dans des sachets de graines, attendant la terre, la pluie et surtout, vous. Leur retour n'est pas une mode passagère pour les hipsters ou les nostalgiques. C'est un réveil. Cultiver ces légumes aujourd'hui, ce n'est pas seulement du jardinage. C'est un acte de rébellion silencieuse. C'est refuser de laisser l'industrie agroalimentaire dicter ce qui est bon à manger. C'est choisir la surprise d'une tomate pourpre biscornue
plutôt que la sécurité ennuyeuse d'une sphère rouge sans âme. Chaque fois que vous plantez une graine de maïs arc-en-ciel ou que vous croquez dans un concombre citron, vous sauvez un morceau de notre patrimoine humain. Vous déclarez que le goût compte plus que le profit. Alors, posez-vous cette question finale avant votre prochain repas. Voulez-vous que votre assiette ressemble à une chaîne de montage industrielle, froide et prévisible? Ou voulez-vous qu'elle soit un musée vivant, vibrant de saveurs sauvages, d'histoires oubliées et de beauté imparfaite? Le choix est entre vos mains, ou plutôt au bout de votre fourchette.